plus haut niveau. Alors, sur 2023, c'est un peu ça qui nous intéresse. D'abord, comme le disait Denis, les incertitudes, et elles sont avant tout géopolitiques. Alors effectivement, merci Bruno. Donc sur la géopolitique, que pouvons-nous dire à ce stade? Pas grand-chose, si ce n'est pas grand-chose d'affirmer, mais en revanche, on a le devoir de pointer du doigt un certain nombre d'incertitudes. Elles sont nombreuses cette année, elles résultent de l'héritage de 2022. Alors le premier, bien entendu, il est dramatique humainement, il est dramatique plus particulièrement pour nous, Européens, puisqu'il s'agit des conséquences d'une agression russe qui demeure et de l'entêtement d'une clique à la tête de la Russie à l'encontre de l'Ukraine. Et cette menace qu'elle fait peser, que cette clique fait peser sur le monde, eh bien, est également à des conséquences très lourdes pour l'économie. Bien sûr, on peut imaginer que si cette crise perdurait et si elle s'approfondissait, a fortiori si elle contaminait d'autres membres européens, eh bien l'économie ne serait plus notre principale préoccupation à nous Européens ou à nous-mêmes investisseurs. N'oublions jamais non plus le trublion, entre guillemets, alors ça paraît presque gentil et charmant pour l'affreux personnage qui dirige la Corée du Nord avec l'appui, l'assentiment, le financement et la manipulation de son grand allié chinois qu'il ne faut pas oublier. On va le retrouver un peu partout, on en trouve la main ou en tout cas l'action un peu partout, y compris d'ailleurs, soyons lucides, derrière la Russie. Il est bien évident que si les Chinois ne soutenaient pas, même en creux, l'action russe, eh bien, ce serait beaucoup plus compliqué pour ces agresseurs. Eh bien, en Corée, c'est évident. Vous retirez la Chine, la Corée tombe. Mais la Corée est probablement déjà nucléaire et probablement déjà en capacité d'agresser non seulement ses voisins proches, qui réarment fortement, doublement attendu du budget militaire des Japonais, qui ne s'y trompent pas, mais qui menacent également potentiellement des territoires américains. Alors la Chine, qui aujourd'hui est dirigée par un parti communiste aux abois, il faut en être tout à fait conscient, tous les sinologues convergent sur cette idée, et un parti communiste aux abois est plus particulièrement dangereux. C'est un parti communiste qui se renferme sur son idéologie, et dans l'idéologie, le roman national reprend beaucoup d'importance, et dans le roman national, il y a quelque chose qui fait vraiment très grosse tâche, ça s'appelle Taïwan, en pleine mer de Chine méridionale. Il est bien évident que si on veut transformer la mer de Chine en une vraie mer intérieure chinoise, eh bien, il faut supprimer ce Taïwan qui résiste, et en plus à la mauvaise idée d'être une démocratie. Donc, est-ce que ce sera en 2023? On ne sait pas. Là, il est bien évident que si la Chine met à exécution ces menaces, et au-delà des discours extrêmement agressifs qu'ils tiennent, eh bien là encore, nous, investisseurs, auront, entre guillemets, des problèmes beaucoup plus graves que des problèmes liés à la Fed. La Chine, toujours, la fin de la politique de zéro Covid, il y a beaucoup de morts en Chine, les vaccins chinois sont moins efficaces, et encore, on le sait, que les vaccins occidentaux, mais pour des raisons idéologiques, on ne souhaite pas recourir à des vaccins plus efficaces. On ne peut pas anticiper ce qu'il va se passer. C'est une pandémie, elle n'est pas terminée, et on est face à une population vieillissante, bien au-delà, en fait, que ce que disent les chiffres le public officiel du Parti communiste, et surtout une population qui est beaucoup plus exposée que ne veulent le dire les dirigeants. Quittons un tout petit peu la Chine, mais pas tellement, en parlant de la rivalité technologique qui, pour l'instant, reste dans cette sphère-là, en tout cas officiellement, le piège de Thucydide entre des puissances montantes agressives et des puissances en place. La puissance en place, c'est les États-Unis. Eh bien, ce piège est en train de se refermer. Pour l'instant, il se joue, pour nous, investisseurs, sur le territoire de la technologie, la maîtrise technologique. La Chine est très ambitieuse. Elle a les moyens de cette ambition. Et elle a notamment, en matière de big data, sans vouloir aller plus loin, d'intelligence artificielle, des intérêts matériels en tant que dictature, à dominer, puisqu'elle obtient beaucoup plus de données, n'étant pas, entre guillemets, limitée par des droits humains qu'elle juge incompatibles avec l'harmonie de la culture chinoise. Et enfin, n'oublions pas les Iraniens,
qui, en plus d'être des affreux structurellement depuis plus de 40 ans, vont devenir des affreux nucléarisés s'ils ne le sont pas déjà, puisque il y a des flux, c'est public maintenant, entre la Corée du Nord, la Russie, et à minima ces deux pays-là, qui sont en train d'équiper l'Iran, ce qui est absolument inacceptable, pardonnez-moi, pour Israël, bien entendu. Donc il serait assez surprenant, là pour le coup, qu'il n'y ait pas une réaction violente à l'encontre de l'Iran pour limiter ses capacités et si possible les faire reculer. Donc, des grandes incertitudes géopolitiques, c'est clair. D'un point de vue statistique, essayons de nous rassurer un peu. En fait, quand on regarde les stats, on est certes sur une très très mauvaise année 2022 d'un point de vue boursier. On peut s'apercevoir que dans l'histoire, on est sur la 7e pire année pour le Standard & Poor's 500 sur les 100 dernières. Donc, elle figure en bonne place dans les années terribles. Mais justement, ces années terribles, en général, sont suivies par de très bonnes années de rebond. Et si on regarde sur les 60 dernières années, eh bien, on a dans 81% des cas, donc 4 cas sur 5, un marché qui a été significativement en hausse, puisqu'en moyenne, dans ces 4 cas sur 5, le marché a rebondi de 21%. Le marché, je précise, que nous prenons en référence, c'est le SP500. Là encore, un autre concept qui peut être important pour nous investisseurs, nous investissons sur des marchés liquides, les marchés financiers. Les marchés boursiers sont des mécanismes d'actualisation puissants. On a vu le côté négatif de la chose l'année dernière, puisqu'on actualise le futur, et quand le taux qu'on met dans les modèles d'actualisation monte, eh bien, la valeur actuelle baisse. Mais il y a également l'élément de temps à intégrer, à savoir que puisqu'on achète le futur, on a des prévisions, on a des anticipations. Et donc, le marché touche ses points bas, toujours, en tout cas lorsqu'il s'agit de points bas de crise, significativement avant que les points bas économiques soient touchés. Eh bien, oui, nous aurons vraisemblablement une année 2023, on va y revenir avec Bruno, qui sera difficile, mais les marchés l'ont, à notre avis, déjà largement intégré, comme ils l'ont intégré lors de la récession de 58, comme ils l'avaient intégré lors de la récession de 74, comme ils l'avaient intégré en 2009 et en 2020. En l'occurrence, de combien de temps le marché anticipe-t-il les points bas? Eh bien, de l'ordre de 6 à 18 mois, si on en croit l'histoire. Donc, il est tout à fait possible, bien qu'on ait devant nous vraisemblablement une année 2023 macroéconomiquement, Renaud va nous le confirmer, difficile, eh bien, on puisse avoir un marché qui, en 2023, monte. Merci Denis. Donc les perspectives macroéconomiques, elles sont médiocres, c'est le moins qu'on puisse dire, et le ralentissement a commencé à se matérialiser en 2022. Quand on regarde différents métriques, vente de détail, production industrielle, les indicateurs PMI, on peut regarder sur la slide suivante d'autres indicateurs, l'indice de confiance des consommateurs, les ventes de voitures. Et quand on fait un tableau de toutes les croissances, sur la slide suivante, on peut… alors là, l'ISM manufacturier, qui est un indice assez fiable pour prévoir les récessions. Donc, son point d'équilibre, c'est 50. Et généralement, quand il passe en dessous de 40, on a le droit à une récession l'année d'après. Donc, si on résume tout ça dans un tableau, on voit bien que bon, il y a eu le Covid, le gros redémarrage en 2021, 2022 une année correcte sur le plan de la croissance, et 2023 une année qui sera en particulier pour les États-Unis et l'Europe médiocre, qui sera très bonne pour l'Inde et qui sera médiocre aussi pour la Chine, même si c'est un peu mieux que 2022. La Chine a besoin de beaucoup de croissance pour, je dirais, sa population. Et donc, un tiers de l'économie mondiale sera probablement en récession, c'est-à-dire un tiers de l'économie mondiale devrait, au niveau du PIB mondial, on devrait afficher 2 trimestres de baisse du PIB, ce qui est la définition technique d'une récession.
La particularité de cette récession, c'est qu'elle est auto-infligée. Pourquoi? Parce qu'on a un ennemi commun dans quasiment tous les pays du monde qui s'appelle l'inflation. Donc là, vous avez le fameux CPI, les marchés ont beaucoup bougé en 2022 au gré de cet indicateur. Donc c'est l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Et je dois dire que même l'inquiétude géopolitique, elle est toujours là, elle restera en 2023. L'inquiétude économique, un peu moins de notre point de vue, mais pour une raison simple, c'est que depuis 3 mois, on voit enfin un effet sur ce fameux indicateur d'inflation, on voit un effet du resserrement des conditions financières initiées par les banques centrales. On a eu cette phase assez déprimante, je dois le reconnaître, où on avait des hausses de taux et en permanence des chiffres d'inflation qui montaient. Dieu merci, c'est maintenant un souvenir assez ancien, puisque depuis octobre, chaque chiffre d'inflation qui tombe est meilleur que le précédent. Alors, on ne se fait pas d'illusions non plus chez Finaltis. On sait très bien que passer de 10 à 5 sera sans doute plus facile que de passer de 5 à 2. Les derniers pourcents seront assez visqueux. Il n'en reste pas moins que la tendance est plutôt encourageante. Et cette tendance étant encourageante, bien sûr, sur l'outil de communication qu'utilise la Fed depuis 2 ans, qui s'appelle le dot plot, chaque petit point jaune représentant un gouverneur, on voit bien que globalement, les gouverneurs ont l'intention de faire plutôt une pause en 2023 ou de monter légèrement. On verra, on sera fixé le 31 janvier, qui est la prochaine réunion de la Fed, mais globalement, on peut dire que le risque à la hausse sur ce dot plot, on le voit, il est à peu près de 1% par rapport au niveau taux actuel et on va très très vite baisser. Alors là, on est au cœur d'une erreur de politique monétaire, il faut le reconnaître, qui a induit les investisseurs aussi en erreur. Personne ne s'attendait, je dirais, en 2022 à ce qu'on ait un resserrement de 425 BP, mais finalement, on ne s'attendait pas en 2021 à avoir une politique monétaire aussi accommodante alors qu'on avait les premiers signes d'inflation. Donc voilà, on a mis beaucoup de pouvoir dans la main de très peu de personnes qui s'appellent les banquiers centraux aux États-Unis et en Europe. Et ça, forcément, ça crée de temps en temps des erreurs qui perturbent beaucoup, bien sûr, les agents économiques. Donc, au final, notre scénario économique, il est assez simple. Sur ce qui peut nous fabriquer une année 2023 très décevante, c'est bien sûr un regain de tensions géopolitiques. Denis en a parlé. En revanche, on voit bien que le pilotage des banques centrales fait qu'elles sont en train de rattraper leur erreur, qui consiste à dire que l'inflation est temporaire. L'inflation maintenant est bien ancrée, mais elles arrivent. Et alors, bon, les Américains sont passés devant. Je dirais, celui qui pèse 120 kilos a souvent raison contre celui qui en pèse 60. Donc, ils sont passés devant. Ils se sont laissés une très grosse marge de manœuvre en montant fortement les taux et en se laissant la possibilité maintenant de les baisser pour faire un pilotage soigneux de l'économie américaine, ce qui est plutôt sympathique et ce qui est plutôt devant nous. Alors, tout ça a eu un impact, comme on l'a dit, très très fort sur les valorisations. Donc là, on va vous montrer juste très rapidement 3 sociétés qu'on aime beaucoup. Donc, EssilorLuxottica, pour rappel, c'est la fusion de 2 géants. On a toujours été un peu surpris chez Finaltis que les régulateurs donnent leur accord à cette fusion parce que la position est clairement dominante pour Essilor plus Luxottica, surtout dans un monde où quasiment toute la planète a besoin d'une correction et bien sûr dans les pays très développés les lunettes on les a, mais il y a beaucoup de personnes à équiper dans les pays sous-développés et les technologies des verres augmentent beaucoup. Donc il y a selon nous une autoroute pour cette société. Ça n'a pas empêché en cours d'année EssilorLuxottica de baisser de 37%, ça s'est repris sur la fin de l'année, mais vous voyez qu'à 25 fois les résultats, vous pouvez aujourd'hui acheter du EssilorLuxottica alors qu'il fallait débourser même après le choc du Covid, il a fallu débourser, disons début 2020, jusqu'à 36 fois les résultats pour avoir du Essilor. Donc nous, c'est un titre sur lequel on n'a aucun mal à se positionner sur ces niveaux de valorisation. Donc, Amazon, c'est un titre qui a énormément souffert l'année dernière, 50% de baisse. Donc, on ne va pas trop détailler le business d'Amazon, mais bien sûr, appelez-nous. On a des fiches sur toutes ces entreprises qui sont au cœur de nos process
et on sera ravis d'en discuter avec vous. Donc là, Amazon, aujourd'hui, pour une entreprise qui affiche de très, très belles croissances, donc vous voyez, c'est beau comme une horloge suisse, hein, ce chiffre d'affaires qui monte chaque année, et pourtant, le cours a énormément baissé. Donc, c'est les multiples qui ont baissé. C'est tout simplement les investisseurs qui ont envie de payer moins de fois le chiffre d'affaires ou le résultat d'Amazon, et tout ça se cristallise dans le cours. Forcément, quand une boîte se porte très bien et que son cours baisse, elle est moins chère. Et c'est exactement ce qui arrive sur Amazon. Juste un petit rappel, aujourd'hui, vous achetez Amazon moins de 100 €, c'est ce que ça valait en 2018, moins de 100 $, pardon. En 2018, le chiffre d'affaires était de 232 milliards de dollars. Il va être de 560 milliards de dollars en 2023, de plus de 500 milliards en 2022. Et ce qui est anticipé pour 2023, c'est 30 milliards de profits, c'est-à-dire 3 fois les profits de 2018. Donc, on entend bien que la croissance est moins explosive, vous le voyez sur le chiffre d'affaires. Il n'en reste pas moins que pour un investisseur qui a du temps devant lui, pour nous, et selon notre analyse, Amazon est clairement une opportunité. Voilà, et un de nos plus fidèles soldats, Schneider, une société qu'on admire, qui est sur tous les thèmes de croissance verte, de croissance responsable, d'énergie responsable, de smart grid, quoi. C'est vraiment avec un management extraordinaire qui a, on va le voir sur la slide suivante, délivré encore de la croissance de chiffre d'affaires assez impressionnante en 2022. Et boursièrement, elle nous a un peu lâché, moins 24%. Voilà, mais ce sont les marchés, c'est les grands principes que rappelait Denis au tout début. Il y a des déconnexions entre la qualité fondamentale d'une entreprise, le compte de résultat et la bourse. Et aujourd'hui, on est clairement dans des basses eaux, selon nous, en termes de valorisation sur une entreprise de cette qualité, avec de surcroît un bilan très solide. Donc, clairement, Schneider, alors, faut se dépêcher parce qu'elle continue à monter, même par rapport à ce graphe-là. Voilà, donc, mais c'était une de nos principales positions début d'année, et si elle continue à ce rythme-là, on va sans doute l'écrêter légèrement dans les jours qui viennent.